Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 11e art pour un épisode un peu bonus puisque c'est quelqu'un qu'on avait déjà reçu il y a quelques mois maintenant à l'occasion de notre dispositif spécial à la Cité Fertile. Je reçois donc aujourd'hui Alan Lemoine qui travaille au Shift Project. Enchanté Alan, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Très bien, très bien. Écoute, on est très content de te recevoir pour un sujet important en vrai, un sujet dont on parle pas beaucoup. On avait fait dernièrement un épisode sur l'inclusion dans le sport. On va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose un petit peu différent qui est la question de la décarbonation des stades. Puisque, donc, comme tu travailles au Shift Project, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est le Shift Project rapidement pour commencer ? Alors, le Shift Project, c'est un think tank, un groupe de pensée en bon français. Ça veut dire finalement une organisation qui travaille, qui œuvre sur la décarbonation de l'économie. Donc nous, on a deux spécialités, c'est la partie énergétique et la partie climatique. Et concrètement, comme pas mal de think tanks, on produit des rapports. Donc des rapports sur des secteurs économiques, donc ça peut être sur l'agriculture, sur l'aérien, sur l'industrie, mais également sur des secteurs ce qu'on appelle serviciels, c'est-à-dire producteurs de services. Et donc dans ces services-là, on s'intéresse maintenant depuis environ 2 ans au sport. Ok, et donc là tu viens de publier un rapport, c'est ça que vous avez publié il y a quelques semaines maintenant. Exactement, un rapport qui s'intitule Décarbonons le sport, un premier applicatif au football et au rugby. Alors derrière ce nom barbare, hein, c'est un principe très simple, c'est qu'on a fait deux choses dans ce rapport-là. On a étudié de très près deux sports majeurs et populaires que sont le football et le rugby. Donc déjà quand même, le sport c'est très hétérogène, hein. On peut pas comparer un skieur du dimanche un Bien skieur tout sûr. court avec une compétition comme les JO ou avec je sais pas moi un golfeur. Donc il faut catégoriser, il faut regarder finalement le sport par catégorie pour en tirer des conclusions similaires. Et donc là, on a commencé par deux sports collectifs, deux sports populaires, deux sports majeurs, donc le football et le rugby. Et en effet, on a publié ce rapport-là il y a près de 2 semaines, 3 semaines maintenant. Ok, ouais. Du coup, non, on t'avait reçu en juin dernier au moment où tu avais publié un premier rapport intermédiaire. Deuxième rapport intermédiaire peut-être. C'était le deuxième rapport intermédiaire de Deuxième rapport, ouais, mémoire. c'est ça. Ouais. Qui est donc à l'époque était spécialisé sur le football professionnel, non, le sport professionnel de manière plus précise, et tu allais travailler sur toute la partie amateur par la suite, sur laquelle on va revenir évidemment pendant cette émission. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu justement la chronologie et la méthodologie que vous avez utilisée pour produire ce rapport ? Alors, plusieurs choses. Donc, en fait, déjà, cette idée de projet, elle n'est pas née au Shift. Elle est née au sein des Shifters, qui est une association de bénévoles qui travaillent main dans la main avec le Shift Project, mais qui, contrairement au Shift, euh, dont les membres sont exclusivement des organisations, donc ça peut être des entreprises, ça peut être des organisations étatiques, etc. Enfin, en tout cas, c'est des membres non physiques, alors que les shifters, c'est que des membres bénévoles. Donc on a une partie qui est plus vraiment production de rapports, de contenu, etc. Et une autre qui est plus en soutien avec tous les bénévoles. Donc c'est près de 30 000 bénévoles en France qui viennent en soutien en France et à l'international d'ailleurs, mais principalement en France, en soutien des travaux du Shift. Donc cette idée de projet, elle est née au sein des Shifters il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans même. En gros, on était un certain nombre de membres et de personnes qui travaillaient ou étaient en lien très fort avec le secteur sportif. Donc moi, je venais juste de terminer ma carrière de haut niveau en voile. euh, et en fait, tout de suite, je voulais prendre à cœur cette problématique-là. Donc j'ai rejoint les Shifters et on a créé un groupe de travail avec plusieurs personnes à l'époque. Et on s'est construit un groupe de personnes qui étaient passionnées par le sport. Donc c'est soit des personnes qui travaillaient directement dans le secteur, soit juste des gens qui adoraient le sport. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'il y ait un rapport de référence qui sorte sur le secteur sportif, parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Il y a vraiment ce besoin de poser le sujet sur la table et de dire, OK, qu'est-ce qu'on sait et comment on fait pour actionner des leviers et mobiliser le secteur sur les problématiques climatiques et énergétiques. Donc on s'est mobilisé à plusieurs. C'était en gros une dizaine de personnes, une quinzaine, et le groupe, le cercle thématique sport, hein, des Shifters, c'était environ 100 personnes. On s'est mobilisé à plusieurs, on est allé voir le Shift, on leur a dit: «On veut vraiment que le Shift lance un projet là-dessus, aidez-nous».
Et ça a été très bien reçu, donc c'était en plus une période très faste, hein, pour le sport. C'était, dans l'année qui précédait, les Jeux olympiques, Mm. et en fait, le Ouais, shift et a après très la bien Coupe du compris. Monde et ouais. Exactement, ouais, exactement. Et le shift a très bien compris qu'il y a un sujet, majeur, on pourrait y revenir, sur le secteur sportif et sur le sport de manière générale. Et donc ça a été initié dans la foulée. Moi, j'ai rejoint le shift pour travailler spécifiquement sur cette question-là. Et après, bon, bah, ça a été un projet de 2 ans, qui a été construit en concertation avec toutes les parties prenantes, du milieu de l'Ovalie et du milieu du ballon rond. Donc que ça soit, les clubs, que ça soit les fédérations, que ça soit les ligues professionnelles, que ce soit les collectivités. Enfin, finalement, on allait consulter, c'est vraiment une centaine d'acteurs, hein, qui ont été mobilisés et consultés. Et grâce à ces acteurs-là, on a pu récolter des données, on a pu, challenger nos hypothèses, les mesures qu'on souhaitait proposer. Et au bout de 2 ans, bah, voilà, il y a ce rapport qui a été publié. Ok. Et dans quel secteur vous vous êtes particulièrement intéressé? Parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui touchent à la question de la décarbonation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des aspects en particulier sur lesquels vous vous intéressez? Et est-ce qu'il y en a sur lesquels justement vous vous êtes dit, ça on va le laisser de côté parce que c'est pas de notre ressort? Alors c'est une très bonne question et ça nous a pris beaucoup de temps de se dire, bah, par quoi on va commencer, et comment on fait. Donc en fait, quand on veut faire un calcul d'empreinte carbone, il y a 2 choses qu'on définit. Un, c'est le périmètre d'étude. Je te coupe juste rapidement. En fait, vraiment être très précis, l'idée c'est vraiment de parler d'empreinte carbone, c'est ça? Ouais, exactement. Hem, Déjà, il faut faire le constat. Donc pour faire le constat, il faut faire un calcul d'empreinte carbone et ce calcul-là, il permet 2 choses. Un, de montrer quels sont les grands gisements d'émissions de gaz à effet de serre. 2, de montrer quelles sont les vulnérabilités en termes de consommation d'énergie fossile. Pourquoi c'est important d'avoir les 2 en tête? Parce que le premier, ça veut dire que notre secteur, il va avoir une contribution à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc il va participer, au changement climatique. L'autre point, sur la partie, énergétique, ça veut dire que on va voir quels sont les flux physiques qui génèrent, enfin qui consomment énormément d'énergie fossile. Et comme cette énergie fossile en Europe, on ne la produit que très peu, et en France encore moins. En France, c'est 99% de notre pétrole qui est importé. Ça veut dire qu'on dépend d'une ressource pour notre activité, dont on ne maîtrise absolument pas, la chaîne de valeur, sauf peut-être à la toute fin sur le raffinage, avec des acteurs français comme Total Energy, mais globalement, on ne maîtrise pas, 99% de ce qui se passe. Donc on est très dépendant de l'extérieur. Et dans un monde où, hem, on voit que l'énergie est de plus en plus utilisée comme arme géopolitique et en plus de cela, on a des contraintes fortes sur la production de pétrole, notamment conventionnel. Donc là, je revois par exemple au rapport qui a été produit en 2021 sur le shift, au shift sur la question pétrolière, où en fait la plupart des fournisseurs de l'Union européenne sont pour des raisons physiques contraints d'abaisser leur production. Donc ça va être notamment des pays de la zone africaine, mais également des pays du milieu du Moyen-Orient, des États-Unis et surtout sur notre production domestique en Europe, on a une baisse de la production pour des raisons physiques, hein, en Mhm. Norvège, Danemark, etc. Quand tu dis pour des raisons physiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment de ressources. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a tapé dans les gisements qui produisaient le plus, qui permettaient, avec un investissement donné, d'obtenir des rendements importants. Et donc, bah, forcément, de la même manière que quand on a un arbre fruitier, au début, on va chercher les fruits les plus mûrs, les plus accessibles. Au bout d'un moment, et ben, comme c'est une donnée, pardon, Une c'est une ressource ressource finie, finie, ouais. et ben, on va chercher de plus au plus haut, de plus en plus loin, et ça coûte de plus en plus cher. Il faut acheter une échelle, il faut acheter machin, et les Il y en fruits a tout en plus. haut. Il y en a plus, voilà. Bah, Grosso modo. c'est pas qu'il y en a plus en fait, c'est que les fruits sont, de moins en moins mûrs et de plus en plus difficiles d'accès. Et donc économiquement, ça devient soit pas plus du tout rentable d'aller les chercher, soit trop compliqué. Et donc en fait, même s'il peut rester des quantités astronomiques de ressources, en fait, d'un point de vue économique, c'est plus du tout intéressant. Et ça, en Europe, on atteint la limite et donc on est obligé d'importer de plus en plus. Et même pour les acteurs qui nous exportent leurs ressources pétrolières, eh ben le rapport qu'on a produit montre que ça va être de plus en plus compliqué. Donc pour cette raison-là, on a une double raison de sortir des énergies fossiles. La première, c'est que ça contribue à l'augmentation des températures globales, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et de l'autre, c'est que bah on l'a pas, donc il faut faire autrement. Ouais, ok. D'où votre rapport. Et justement, l'idée, c'est qu'on rentre un petit peu dans cette émission sur les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre en lien avec le football professionnel et amateur. Justement, en se distinguant le monde professionnel et amateur, est-ce que tu peux nous dire la répartition
qu'il y a entre ces deux secteurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Alors je vais Et le commencer. total, du coup, évidemment. Ouais, bien sûr. Je vais commencer par répondre à la question auquel je n'ai pas répondu juste avant, et qui était de dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un calcul d'empreinte carbone, on fixe un périmètre, on dit, OK, on va regarder ça. Nous, on s'est dit, commençons par deux sports qui sont globalement assez fournis en données, où il y a beaucoup de choses qui sont déjà initiées, c'est le football, c'est le rugby. Donc ça, c'est les deux sports. On a commencé par le prisme des stades, mais globalement, en fait, là-dedans, c'était du football et du rugby qu'on regardait. Et ensuite, il y a le périmètre physique, des flux physiques qu'on regarde. Donc, en gros, si on regarde le football, qu'est-ce qui se passe? Il y a des déplacements, il y a des gens qui mangent pendant des événements sportifs, il y a de l'énergie qui est consommée pour alimenter les stades en électricité, etc. Enfin, l'énergie en vrai, elle est partout, on peut y revenir aussi, mais globalement, c'est ça. Il y a aussi de la retransmission d'événements, etc. Donc, on fait vraiment un périmètre, une cartographie des flux physiques. Et une fois qu'on a fait cette cartographie, on va récolter des données. Donc là, c'est tous les acteurs qui travaillent dans le secteur qui nous permettent de les avoir. Et on peut, donc, par exemple, pour les déplacements, quantifier combien de personnes se déplacent, avec quel mode de transport, combien de kilomètres ils parcourent, combien de personnes par voiture, etc. Donc ça, c'est des données physiques. Et une fois on a ces données, on les convertit en flux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pour une personne qui se déplace en voiture, où en moyenne ils sont 3 par personne, enfin ils sont 3 personnes par véhicule, c'est combien d'émissions de gaz à effet de serre? Voilà. Et ça, c'est des méthodes de calcul qui sont déjà très connues, qu'on utilise à Ouais, peu près exactement. partout dans On les... n'a rien inventé, hein, c'est des choses qui sont. Ouais. Enfin, la méthodologie bilan carbone, elle suit cela. C'est quelque chose d'assez connu. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est pour un secteur. Ça, c'est un peu particulier. En général, quand on fait un bilan carbone, c'est pour une organisation, pour une entreprise, etc. Nous, on l'a fait pour un secteur économique. Et donc, j'en arrive à ta question, qui est bah, pour le football, pour le rugby, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, nous, on a séparé en deux parties. Donc, comme tu l'as dit, la partie professionnelle, la partie amateur. Dans la partie pro, c'est en gros la Ligue 1, la Ligue 2, Top 14, Pro D2, les grands événements comme le Tour des Destinations en ce moment, mais également les rencontres d'équipe de France amicales ou d'autres compétitions. À un périmètre franco-français, c'est-à-dire qu'on a regardé les rencontres internationales qui avaient lieu en France, mais pas les rencontres internationales qui avaient lieu en dehors du territoire national. C'est-à-dire qu'on a fait le bilan carbone du foot et du rugby en France et pas le bilan carbone du foot et du rugby d'un point de vue mondial. Donc, quand le Real Madrid vient jouer en France, vous le comptez, mais quand le PSG va jouer à Liverpool, vous le comptez pas. On compte partiellement. On Ok. compte juste les flux de déplacement, donc c'est-à-dire les supporters français qui y vont, parce qu'on dit ça c'est notre territoire, enfin c'est la partie nationale. Par contre, on compte pas la consommation d'énergie dans le stade de Liverpool. Voilà. Donc tout ça et ensuite on a la partie amateur où là, bah, finalement c'est la pratique d'un peu, monsieur tout le monde. Ça va, du niveau, district, départemental jusqu'au niveau, national où on est quasiment sur le niveau professionnel, hein, si on va jusqu'au national 1, pour, le football. Mais globalement, c'est la pratique des millions de pratiquants, licenciés en France. Donc 2 volets et sur ces 2 volets-là. Juste je coupe avant que qu'on rentre dans le détail. Pour votre méthodologie, je suppose que vous avez travaillé avec énormément d'acteurs, de parties prenantes. Qui étaient-ils? C'était quoi? Des collectivités territoriales, des ONG, des associations? Alors nous, on a eu la très grande chance, et ce, dès la première année du projet, d'avoir, le soutien de 3 acteurs majeurs de ces 2 sports-là en France. C'est la Fédération française de rugby, la Fédération française de football et la Ligue de football pro. Et ces 3 acteurs, ils nous ont fourni énormément de données, et d'ailleurs ils apparaissent, hein, sur la couverture du rapport. Ils ont vraiment fait partie, ils ont été au cœur de ce projet-là. Ils ont très vite compris les enjeux. Mais à côté de ça, on a également des dizaines et des dizaines d'autres acteurs qui ont participé. Donc ça va être des collectivités, comme tu l'as dit. Donc ça va être la collectivité de Pau, ça a été la collectivité de Grenoble, ça a été des villes comme Nantes, etc. Ensuite, on a eu des clubs professionnels et amateurs. Donc le Loup Rugby, on a eu également des données de La Rochelle, on a eu des données c'était une donnée du Stade Toulousain. Donc voilà, c'est vraiment des clubs très connus. Là, je viens de me rendre compte que j'ai un biais avec le J'étais en rugby. train de me dire, ouais, il n'y avait pas beaucoup de clubs de foot Non, non, après si, ça, si, il y avait non? aussi beaucoup de clubs de foot. C'est juste que comme je suis un fan de rugby, Ok. c'est les premiers qui me sont venus. Mais voilà, donc des données de clubs et aussi pour des clubs amateurs d'ailleurs. On a eu également des données d'organisation d'entreprises sur des postes très particuliers. Par exemple, sur la question des articles de sport, Decathlon nous a fourni
toutes les données qu'ils avaient sur les analyses de cycle de vie des articles de sport sur le football et le rugby. Donc là, c'était extrêmement précieux. Des données sur des flux de personnes avec Flugvision, qui est une branche d'Orange qui travaille beaucoup là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment des acteurs très divers. Ça mélange beaucoup d'acteurs, mais c'est finalement à chaque fois des acteurs de l'écosystème sport qui ont participé au projet. Et quand on va sur le rapport, enfin sur le site du Shift et qu'on va voir dans la liste des contributeurs, en fait, on voit qu'il y a plus d'une centaine de personnes. Et en termes de nombre d'organisations, c'est plus de 100 également. Ok, trop bien. Bon, et donc, pardon, pour en revenir, je t'ai coupé Et dans j'ai ta oublié, démonstration. Non, mais du coup, t'as oublié quelque chose, vas-y, je te laisse. non, pardon, j'ai oublié un truc super important, c'est que ce projet, ça a été aussi un acteur qui nous a financé, qui nous a aidé, c'est la Maïf. La mec, ouais. Et là, en fait, sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc, c'est d'un côté un partenaire financier, mécène, et de l'autre des partenaires techniques qui, là, étaient très nombreux. Ok, trop bien. Donc pour en revenir à l'aspect du coup plus technique, tu nous disais que vous aviez travaillé sur le sport amateur, enfin sur le foot amateur. On va se focaliser nous, plutôt sur le foot amateur et sur le football professionnel. Est-ce que tu peux nous donner les premiers chiffres sur ce que représente l'impact carbone aujourd'hui du football en France? Alors, le football, c'est 1,8 million de tonnes de CO2 équivalent sur l'année qu'on a étudiée, c'est-à-dire l'année 2022-2023. Globalement, ça varie peu d'une année à l'autre, pour le simple fait qu'en gros, une très grosse partie, c'est le milieu amateur. Et le milieu amateur, il n'y a pas de grand changement d'une année à l'autre. Donc là-dessus, sur ces 1 million, alors 1,8 million de tonnes en termes d'équivalent, c'est l'équivalent des émissions des habitants d'une ville comme Saint-Étienne, par exemple. Ok. Donc en gros, plus de 150 000 habitants. Donc c'est assez considérable. Et là-dessus, on a la moitié des émissions, c'est les déplacements. Les déplacements des joueurs, des pratiquants, qu'ils soient joueurs pro ou joueurs amateurs. Les déplacements des salariés, des bénévoles, des médias, etc. Vraiment tous les déplacements, tous les flux de déplacements. Ensuite, on va avoir les articles de sport pour 19%. Et après, on va avoir d'autres postes comme les immobilisations. Donc là, c'est une dizaine de pourcents. On va avoir la consommation d'énergie des infrastructures, une dizaine de pourcents. L'alimentation et les boissons dans les événements, pareil, une dizaine de pourcents. Et des postes plus marginaux comme les déchets, la retransmission des événements, etc. Bah, je pense qu'on va s'intéresser, on va rentrer dans le détail un petit peu de la répartition de chacun de ces sources d'émissions. Parce que dans votre rapport, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous ne faites pas que comptabiliser et de lire les données, vous faites aussi des recommandations. Et donc je pense que c'est hyper intéressant, que ce soit pour les clubs, pour les fédérations, même si je sais que vous travaillez directement avec eux et qu'ils ont eu ce rapport-là. Je pense que c'est aussi intéressant pour le grand public d'avoir une vision un peu globale de quels peuvent être les axes d'amélioration pour ce genre de questions-là. Du coup, je te propose qu'on s'intéresse dans un premier temps au monde professionnel, qui est peut-être la partie émergée de l'iceberg. Euh, donc, tu l'as dit, 1,8 million de tonnes, c'est le total des émissions du football en France. Si on s'intéresse au monde pro en particulier, est-ce que tu as un chiffre à nous donner? Ouais, c'est en gros 15% Ouais. de ce 1,8 million de tonnes. Donc c'est 275 000 tonnes très exactement. Bon, en gros 300 000 si on Ok. arrondit. Alors c'est un chiffre qui peut paraître faible, mais en fait qui est totalement logique quand on regarde la structure des flux physiques qui nous intéressent. Pourquoi c'est si faible? Parce qu'en fait, dans le football, qui est un sport particulier, c'est que vous avez des millions de pratiquants de football en France. Très exactement, c'est 2,5 millions, si je me souviens bien, De euh, licenciés. voilà, de licenciés. Et donc quand vous avez autant de personnes, plus vous rajoutez les bénévoles, vous rajoutez les familles, vous rajoutez les spectateurs de tous les matchs amateurs, et ben ça fait énormément de personnes Et qui se les joueurs déplacent. en loisirs, je suppose Ouais, aussi. ouais, ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est juste énormément de flux, énormément de masse, énormément de personnes. Et donc, bah, forcément, quand vous comparez cela à plusieurs centaines de matchs, même si c'est des matchs qui émettent beaucoup individuellement, et ben la masse l'emporte sur quelques matchs. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, d'accord, la partie amateur, c'est le plus gros des émissions. Par contre, si on regarde par personne ou par pratiquant, et ben qu'est-ce que ça donne? Et ben là, en gros, un pratiquant de football moyen, il va émettre 700 kilos de CO2 par an. Ça, c'est environ 7% de son empreinte carbone annuelle s'il a une empreinte moyenne par rapport à un Français. Un Français moyen, c'est 10 tonnes environ, donc 700 kilos, c'est 7%. Voilà, donc 7% total de ce qu'il fait dans une année, ça va au foot. Si on compare un footballeur pro, lui, ça va être
environ 40 fois plus en moyenne. Ça peut aller beaucoup plus si jamais on est vraiment sur une pratique intensive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs internationaux. Mais en gros, ça va être 25 à 30 tonnes, ce qui est forcément par personne beaucoup plus. Mais encore une fois, c'est parce que voilà, il y a forcément il y a beaucoup plus de transport en avion, beaucoup plus de déplacements pour des raisons professionnelles, c'est son métier, hein, donc forcément. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois regarder dans la complexité les chiffres qu'on sort. Et Là, ce qu'on retient, c'est qu'en gros, le foot amateur, évidemment, représente un chiffre beaucoup plus important en termes d'impact, mais que la part par joueur, pardon, pas la part par joueur, les émissions par joueur sont beaucoup plus importantes dans le foot professionnel. alors, c'est si on compare un pratiquant amateur et un pratiquant professionnel. Professionnel, ouais. En fait, quand on dit football pro, c'est pas juste les joueurs, c'est aussi tous les spectateurs, c'est aussi toutes les infrastructures. Là, je donnais juste une comparaison entre vraiment deux pratiquants, mais en fait, ce qui est intéressant de regarder également, c'est, j'ai plus le chiffre en tête, mais on le sait dans le rapport, c'est l'empreinte carbone par match entre un match amateur et un match professionnel. Enfin, c'est du fois 100 ou 200, quoi. Ouais, c'est bien sûr. vraiment, ça n'a rien à voir. Mais du coup, si on peut se focaliser sur la partie professionnelle si ça te va. Ouais, bien sûr, ouais, on va là-dessus. Et bah super. Et ben en gros là-dessus, on a environ 2 tiers de la problématique, donc 2 tiers des émissions qui se concentrent sur les déplacements des spectateurs. Donc plus de 60%, c'est les spectateurs. Et si on rajoute les déplacements des équipes et salariés, on arrive à environ 75%. Ouais, c'est ça. Donc c'est 63% des émissions viennent des déplacements de spectateurs et 13% viennent des déplacements des équipes professionnelles. Exactement. Et là-dedans, on va avoir, si je schématise, la moitié, c'est la voiture thermique. Ok. L'autre moitié, ça va être l'avion. Et un petit bout, ça va être les transports en commun. Un petit bout qui se situe aux alentours de 10%, mais voilà, en gros c'est 40, Ok. 40 Et 10, et 15. ouais, 15, 10, ouais, Ouais. exactement. Donc voilà, et là-dessus, donc en fait, si on zoome un petit peu sur la partie déplacement, je vais aborder les autres postes après si tu veux. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ce qui va émettre beaucoup par rencontre, ça va être les matchs internationaux. Pourquoi? Parce que on va avoir un usage intensif de l'avion, et l'avion qui est le mode de transport le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre, et surtout on va avoir des distances parcourues très importantes, notamment pour les rencontres extra-européennes. On va avoir des déplacements intercontinentaux, et donc là les émissions explosent quand on regarde ça de près. On a un chiffre qui est super intéressant, qui est de dire sur une saison, on a 1% des rencontres, 1% des matchs, ce sont des matchs extra-européens, donc où en gros on a une rencontre contre une équipe française, qui peut être l'équipe de France par exemple, et une rencontre contre une équipe non européenne. Donc je sais pas, par exemple un France All Black, un France Afrique du Sud. On reste sur le foot. France-Brésil. Un France-Brésil, Allez. très bien. Allez, un France-Brésil, t'as raison. Et ben sur ce genre de rencontre, on a quelques spectateurs, seulement 2% des spectateurs qui vont être dans le stade vont être des spectateurs fans de l'équipe visée, donc des Brésiliens par exemple, si on prend la France-Brésil, et eux, ils vont émettre en moyenne 93% des émissions. Donc autrement dit, ce match-là. de ce match-là. Donc autrement dit, on a 2 personnes sur 100 qui émettent 93% des émissions, donc quasiment la totalité. Donc la problématique sur l'avion, elle se situe, enfin la problématique tout court d'ailleurs sur les déplacements, elle se situe sur une infime partie des spectateurs sur une saison. Et donc pour revenir à on n'a qu'un petit pourcent des rencontres qui sont des matchs internationaux extra-européens, et ben ceux-là, ils vont émettre plus d'un tiers des émissions sur une saison donnée. Donc désolé, c'est un peu barbare, il y a plein de C'est un chiffres. peu barbare, mais du coup, je propose que on bascule sur la recommandation que vous avez fait par rapport à ce truc-là, qui est pour le coup un peu plus factuel.
Comment est-ce que vous allez convaincre Gianni Infantino de ne pas organiser sa Coupe du Monde des clubs avec 35 pays, 35 équipes venues de 35 pays différents aux États-Unis? Eh ben écoute, on l'invite déjà à lire notre rapport. Alors, c'est en français, désolé pour Mais il parle Infantino. français, il est francophone, C'est vrai Gianni. qu'il est francophone, donc tant mieux pour lui. Alors déjà, nous, nos acteurs, nos cibles, hein, c'était principalement des acteurs francophones. Pourquoi? Parce que le Shift, on est assez modeste, hein, on sait qu'on n'a pas une portée internationale. C'est très compliqué d'aller toucher ce genre d'acteurs, de qui plus est. Donc nous, on s'est concentré sur les acteurs français. Et on espère ensuite que les fédérations, comme elles-mêmes sont inscrites dans des fédérations internationales, et ben, vont porter les sujets que nous, au Shift, on met en avant. Et on sait que c'est déjà en partie le cas. On a discuté avec la Fédération française de rugby notamment récemment, et le sujet des spectateurs internationaux a été mis à l'ordre du jour d'une réunion. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit potentiellement des exemples concrets qui laissent à penser que ça peut venir sur la table. Après, est-ce que ça va avoir de l'impact? Ça reste à discuter, surtout au vu des enjeux économiques et autres qui sont à prendre en compte. Mais en effet, sur la partie recommandation, donc euh, on a une problématique qui est sur l'avion, on a une problématique qui est sur la voiture individuelle. Donc là, c'est de la voiture thermique, hein, en gros, donc diesel, essence, etc. Et des problématiques plus marginales sur les cars thermiques et très marginalement sur le train, parce que le train, en fait, par personne, c'est très peu, parce que électrifié. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que en termes de grandes mesures, un, ça va être le report modal. Le report modal, c'est passer de mode de transport où l'usage de véhicules thermiques, de véhicules d'ailleurs, ou de mode de transport thermique est important, donc l'avion ou la voiture thermique individuelle, vers des modes de transport bas carbone. Donc pour les déplacements locaux, le spectateur local, je sais pas moi, du FC Metz, ça va être de la voiture thermique vers le transport en commun, vers les mobilités actives. Ça va être pour les spectateurs visiteurs des modes de l'avion ou de la voiture vers le train, le car, etc. Ça, c'est le report modal. Ensuite, on a un levier majeur qui est l'électrification des véhicules. Donc là, c'est le fait de continuer et d'inciter à déployer des véhicules électriques. Mhm. Et je te coupe Ouais, avant que je tu t'en prie. bascules sur les autres recommandations, mais pour ce genre de recommandations-là, vous avez discuté avec les clubs, est-ce qu'ils ont des levées d'action sur ces levées d'action très précis, d'encourager bon, là, je sais que le report modal n'implique pas l'autopartage, mais c'est déjà peut-être une solution alternative. Est-ce que ça implique aussi une meilleure accessibilité des stades, la mise en place de transports en commun qui sont parfois compliqués sur certains stades, notamment en France? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce qu'il y a des solutions, des leviers d'action pour eux directement? Euh, alors, et je termine juste sur le troisième point, Ouais, quand vas-y, même, bien c'est le sûr. Ouais. covoiturage. Ouais. Voilà, c'était juste Ok, pour dire. trop bien. Donc, c'est les trois grands leviers. Alors oui, en fait, ça, c'est indispensable parce qu'en gros, quand on regarde globalement les déplacements en France, les leviers, on les connaît. Enfin, ce que je viens de citer, on n'a rien inventé. C'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est d'adapter ces leviers par rapport aux spécificités du secteur qui nous intéresse. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un levier physique, par exemple le report modal, on va voir les acteurs et on les consulte. On dit, OK, nous, on sait que d'ici 2050, il va se passer à peu près ça. On n'a pas une boule de cristal, mais il y a des grandes orientations qui reposent sur des méthodologies qu'on partage. Si jamais vraiment ça intéresse la partie méthodo, j'invite à lire le rapport. Il y a tout un volet là-dessus. Mais en gros, on sait à peu près ce qui va se passer. Et on va voir les acteurs et on dit, OK, par rapport aux grandes orientations, à ce que nous, au Shift, on est capable de dire, comment vous pensez qu'on peut adapter cela à vos spécificités? Donc on va avoir des collectivités, des clubs, des fédérations, etc. Encore une fois, c'est les mêmes acteurs. Et on adapte la capacité des leviers à se mouvoir dans les caractéristiques du secteur. Et donc une fois qu'on a fait ça, on est capable non seulement d'identifier les leviers, mais aussi de les quantifier, de dire, OK, le report modal, on peut gagner 30%, je dis n'importe quoi, j'ai plus le chiffre en tête, 30% sur la décarbonation des déplacements. Donc voilà, très concrètement, c'est ça. On prend un levier, on l'adapte, et ensuite on voit quel résultat on obtient. En proposant des solutions concrètes. Voilà. Et donc le levier physique, ça c'est le premier truc, donc le report modal. Et après, on va avoir des mesures qui permettent d'activer ce levier. Donc par exemple, sur le report modal, ça va être
très concrètement, de mettre en place comment dire, des voies cyclables de vélo pour se rendre jusqu'au stade. Ça va être de mettre en place plus de cars, enfin de bus, pardon, qui vont jusqu'au stade. Ça va être d'améliorer l'accessibilité pour des personnes, je sais pas, en situation de handicap, pour le transport en commun également. En fait, il y a plein de manières de faire, mais il y a le levier qui est le grand groupe, euh, le gisement en fait des missions. Et après, il y a toutes les mesures qu'on peut mettre en place. Et ça, en fait, ces mesures-là, elles vont être activables par plein d'acteurs. Et ce dont on se rend compte, c'est que aucun acteur seul dans son coin ne peut tout activer. Oui, Par bah exemple, ça, un c'est. club, à un moment, électrifier toute la flotte de véhicules en France, impossible. Enfin, on sait très bien qu'en fait, c'est un travail des constructeurs, un travail de l'État, un travail aussi de nous, consommateurs, d'acheter des véhicules électriques. Et donc, finalement, c'est de dire, OK, comment on fait pour faire, enfin, regardons ce que ont les acteurs du sport dans leurs mains. Donc, par exemple, sur l'électrification, ils peuvent inciter en mettant en place, par exemple, la Fédération française de football, elle a mis à disposition une aide pour les clubs amateurs si jamais ils souhaitaient installer des bornes de recharge. Ça, c'est un exemple d'incitation très concrète. Et en fait, il y a plein de manières comme ça de faire pour inciter à l'électrification des véhicules. Donc, les mesures, quels acteurs sont concernés, comment on fait pour qu'ils les mettent en place. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il faut de la coordination, c'est-à-dire que ils fassent en sorte ils discutent entre eux pour activer la plupart des mesures. Ok. Et c'est plus compliqué souvent. Ouais, je compte bien, ouais. Que les acteurs se parlent et qu'ils se comprennent et qu'ils se disent OK, on a un intérêt commun à mettre en place tel genre de mesures. Ça ne demande pas toujours des moyens budgétaires en plus, hein, et des choses, ça peut être juste de la sensibilisation, ça coûte très peu, ou voire zéro, ou de la formation. Et pourtant, ça permet de débloquer pas mal de situations. Pareil, si on regarde par exemple l'alimentation dans les stades. Donc, il y a une partie, il y a un levier qui est majeur, c'est la végétalisation des offres. Pourquoi? Parce que le méthane, donc le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant, 25 fois plus que le CO2, et c'est émis par les ruminants bovins. Donc, la viande bovine, ça émet Donc les vaches, les exactement, c'est les vaches taureaux, concrètement, etc. hein. Les vaches, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, quand on passe d'un aliment carné, notamment du coup la viande bovine, à du végétal, ça permet de diminuer drastiquement l'émission de l'aliment. Donc ça, passer de l'un à l'autre, ça peut ne coûter que très peu, voire Ouais, on gagner de peut gagner de l'argent, ouais, l'argent. ça coûte plus cher souvent d'acheter de la viande que du végétal, Exactement. ouais. Et on réduit nos émissions. Donc en fait, quand on regarde, il y a des trucs qui coûtent de l'argent, c'est sûr. Isoler les bâtiments, ça coûte de l'argent. Et il y en a d'autres qui en font pas perdre, voire qui en font gagner. Ok. Est-ce que dans toutes les recommandations que vous avez fait, vous avez pensé aussi à des moyens de financement de toutes ces recommandations-là? Parce que je suppose qu'il y en a aussi qui sont assez coûteuses. Tu parlais de la rénovation des bâtiments, mais par exemple, je pense que la mise en place aussi de voies cyclables, bon, c'est pas des gros investissements, mais c'est des choses qui quand même sont de l'argent public. Est-ce que c'est pensé tout ça ou pas du tout? Pas du tout. Et on l'assume au shift, hein. De toute façon, encore une fois, on est assez modeste là-dessus. Nous, notre spécialité, c'est la partie climat-énergie. Donc, ce qui en sort, on peut en parler. Quand on a des éléments et on peut avoir un avis, ça peut arriver, mais globalement, c'est très rare. En général, quand on s'exprime sur des sujets autres que climat-énergie, c'est plutôt sur des problématiques liées. Par exemple, là, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on aurait bien aimé sur la partie consommation d'eau. Donc de dire, voilà, quelles sont les consommations d'eau pour un terrain gazonné et quels pourraient être les leviers pour diminuer cette consommation. Ça peut être, par exemple, sur le projet agriculture qui est très particulier, ils ont parlé de biodiversité. Mais globalement, on reste sur la partie énergie-climat parce qu'on a des moyens limités, hein, concrètement. Et parce qu'on pense que il faut penser la plupart, voire la quasi-totalité des mesures à mettre en place à l'aune des sujets énergétiques et climatiques, parce que c'est ça qui va définir le 21e siècle, Ouais, bien sûr. globalement. Donc on regarde ça en premier, et après, une fois qu'on a regardé ça, qu'on a posé le cadre climat-énergie, comment on fait pour financer les mesures, pour flécher les financements, pour actionner les trucs. Et nous, à partir des grandes orientations, on n'a pas de chiffre à donner sur le coût de telle ou telle mesure. Mais par contre, il y a un truc qui est super, c'est qu'à partir des recommandations que vous faites, vous avez quand même une visibilité sur le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre si ces mesures étaient appliquées directement par les clubs, par les fédérations, parfois par les différents acteurs. Exactement. En fait,
Il y a des projets où il y a des financements qui sont ensuite, comment dire? Si je prends le projet autonomie du Shift, qui est un projet particulier où en fait c'était sur la partie, quand on dit autonomie, c'est les personnes en situation de handicap et les EHPAD et cetera. Et bah, là, ils ont travaillé avec une organisation qui s'appelle, le CNAM, et le Shift c'est concentré sur la partie chiffrage énergétique et climatique, et le CNAM ensuite en a dérivé, des chiffrages économiques. Donc ils ont dit: «OK, bah, faire ça, ça va nous coûter tant», et le chiffre dit: «Bah, faire ça, ça va nous faire gagner tant de gaz à effet de serre, Ok. et nous libérer Ils ont de». fait le travail que vous avez pas les Exactement, capacités de faire économiquement derrière. exactement. Donc nous, on est capable de faire un truc, c'est, calculer des tonnes de CO2 et dire: «Bah, là, on va moins consommer de pétrole et combien», mais on n'est pas capable de dire, combien ça va coûter. Ok. Et du coup, typiquement sur la question des déplacements dans le monde professionnel, est-ce que tu as une idée de combien est-ce qu'on pourrait économiser en pourcentage de CO2 si on appliquait ces mesures-là? Alors sur la partie déplacement des spectateurs, en gros, on peut diminuer de 85 les émissions par rapport à l'année 2022 d'ici 2050. Donc là, c'est avec les leviers que j'ai cités tout à l'heure, hein, les grands leviers, donc le report modal, électrification et covoiturage. Hem Et c'est assez énorme, hein, en termes de baisse. Donc je vous invite à diminuer votre poids par 85, vous allez Ouais. voir, il reste plus grand-chose. Mais c'est, heu, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces leviers-là, non seulement ils sont accessibles, c'est-à-dire que ils demandent pas de redéfinir complètement, ce qu'est le foot et le rugby, et au contraire, nous, une conclusion forte qu'on a poussée, c'est de dire: «Bah, finalement, quasiment tous les leviers, ça permet d'avoir un football et un rugby aussi, comme on a fait les 2, plus accessible». Mais quand on dit accessible, c'est aussi bien physiquement, c'est-à-dire moins loin, mais aussi économiquement. Parce que même si on n'est pas capable de dire combien ça va coûter, on sait que ça va coûter moins cher, que, donc accessible, que, décarboné. Donc on est gagnant sur la partie accessibilité économique, physique, et on est gagnant sur la partie, émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est bénéf-bénéf. Là-dessus, ça demande des efforts, au début, donc mettre en place tous les leviers qu'on propose, mais en fait, les co-bénéfices à la transformation, ils sont majeurs, et surtout, ils sont indispensables. Ça, c'est un autre truc, c'est que, bah, oui, le sport, ça émet des gaz à effet de serre. C'est sûr que c'est pas la très large majorité, c'est quelques pourcents, par rapport à tout le reste. Mais par contre, hem, même si on dit: «Le sujet climat, on s'en fout, c'est pas notre sujet», bah, de toute façon, on n'a pas d'énergie fossile dans notre sol en France. Donc comme on en consomme de plus enfin, on en a de moins en moins en Europe, et qu'on va en importer de plus en plus dans un monde où on voit ça part, en cacahuète un peu dans tous les sens, surtout depuis quelques semaines, il faut le faire. On n'a pas le choix. Depuis quelques semaines. Quelle naïveté. Comme si ça durait depuis quelques semaines seulement. Non, je rigole, je rigole. Disons que ça s'est accéléré depuis, l'élection américaine, voilà, Voilà. pour être direct. Mais on a tout intérêt à le faire, donc il faut le faire, et c'est dans l'intérêt du sport, et ça, c'est un truc extrêmement important. On est gagnant, si on est très égoïste, on doit le faire. Manière, je suppose que c'est à peu près, c'est un constat que vous devez retrouver dans à peu près tous les rapports que vous produisez. Premièrement, la capacité d'entraide des différents acteurs, et deuxièmement, la capacité de ne pas avoir une vision uniquement court-termiste, mais de voir un peu à long terme. Je suppose que c'est des trucs qui reviennent à peu près dans tous vos rapports. Ouais, exactement. Alors ça, c'est le concept de planification qui a été pas mal, vulgarisé, discuté ces dernières années. Et en vrai, c'est un concept qui est quand même très intéressant, parce que ce que ça veut dire, c'est que malgré les évolutions de gouvernance qu'on peut avoir, alors on peut regarder soit à l'échelle d'une organisation, genre une entreprise, ou un secteur économique, soit à l'échelle étatique, donc un président, etc. Et ben, on a un organe qui dit, on a une vision long terme, et donc sur des trucs, on se dit, et ben en fait, c'est ça notre objectif en 2050 ou en 2030, et peu importe les évolutions de gouvernance et les variations qu'il peut y avoir, et ben en fait, on garde le cap, quoi. On garde le cap, et là-dessus, on va pas bouger. Hem Et ça, l'intérêt, c'est que ça permet, sur des choses qui demandent du temps long, d'être beaucoup plus efficace, et comment dire? De déployer, des mesures qui, on le sait, du jour au lendemain, ne vont pas avoir d'effet. Par exemple, électrifier les véhicules,
Ça, c'est un truc, on peut pas dire demain on met, je sais pas, je dis n'importe quoi, on incite à fond sur les véhicules électriques et le surlendemain on dit oh bah finalement on arrête complètement. Pourquoi? Parce que sinon c'est toute la chaîne économique qui est perturbée et les acteurs industriels, de toute façon, ils vous diront mais nous on peut pas du jour au lendemain changer toutes nos Oui, c'est machines, cette usines. fameuse vision court-termiste versus Exactement, et donc c'est long-termiste. pour ça qu'il faut avoir une vision de long terme. Et pour le sport, c'est exactement pareil. On est sur des investissements qui se font sur le temps long, on est sur des enjeux qui se font sur le temps long, et il faut réunir les acteurs et leur dire: «OK, coordonnez-vous et planifiez à long terme. Établissez des feuilles de route». Donc pour ça, il faut comprendre les enjeux. Donc nous, c'est ce qu'on a fait au Shift, on a fait l'empreinte carbone et ensuite décliner les leviers, les mesures par rapport à une vision long-termiste, pour que ça corresponde finalement à vos besoins, quoi. Ok, trop bien. Je reviens sur la partie un petit peu plus pratique et les chiffres qu'on donne depuis tout à l'heure. Donc, on a parlé de la différence entre le monde pro et le monde amateur. Dans le monde pro, 275 000 tonnes de CO2, 76% de ces 275 000 sont issus des déplacements euh, des supporters et des clubs de foot. Tu as dit qu'on pouvait économiser 82% des émissions faites par ces déplacements. Est-ce que si on économise 82% de ces déplacements, on respecte les accords de Paris? Alors, bah, du coup, là, c'est sur la partie déplacement des spectateurs, mais ensuite, on a les autres postes. D'ailleurs, j'en ai très peu parlé pour le moment. Les autres. On va y venir, ouais, bien sûr. Voilà, ok. Donc, en gros, c'est la construction et l'entretien des infrastructures. Ça va être l'alimentation et les boissons, la Bah, retransmission, la on peut consommation. donner le descriptif total. Donc 63% les déplacements de supporters, 13% les déplacements des groupes professionnels et des encadrements, 10% des infrastructures, 7% l'alimentation, et après il y a 3% pour les retransmissions et 2% pour l'énergie. Ouais, c'est ça. Et après, d'autres postes plus marginaux comme les déchets. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Bon, ça peut paraître encore une fois un peu barbare, mais Hum, j'invite à lire la synthèse, notamment, qui est disponible sur le site du Shift, avec une belle infographie qui permet de voir ça de bien manière sûr. graphique. Et même il y a un rapport d'une 8-10 pages, je crois, qui est très très concis Ouais. et en même temps très détaillé et Ouais, très ouais, explicite. bah, Donc, déjà merci. En fait, il y a 3 grands livrables, enfin 4 même. Il y a des posters qu'on met à disposition, qui là sont déployables facilement. C'est une impression d'une page, justement, où on voit la répartition des émissions. Donc un poster sur le foot, un poster sur le rugby. On a 2 synthèses, une sur le foot, une sur le rugby. On a le diaporama de présentation qui est duplicable également et qui est disponible, qu'on a utilisé pour la présentation du rapport final. Et il y a le rapport complet qui là est vraiment plus barbare, qui fait 180 pages, ok. mais là où on revient justement sur toute la méthodologie et tout. Ah oui, mais il fallait bien me payer après. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Du coup, pour revenir sur ta question, donc sur tous les postes d'émission, quand on applique à chaque fois les leviers, donc les leviers de décarbonation, on arrive à un volume potentiel de baisse de environ 65%. Et après, il y a un dernier truc, c'est un levier complémentaire et indispensable qui est en fait le fait de revoir un petit peu l'organisation des compétitions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on applique tous les leviers de décarbonation sur tous les postes, on n'arrive pas à l'objectif final qui est de respecter l'accord de Paris. Donc ça veut dire deux choses. C'est un, qu'on ne remplit pas nos objectifs climatiques, et en plus, ça veut dire qu'on reste dépendant, mais encore de manière importante, aux énergies fossiles. Et notamment sur un truc, sur l'avion, où en fait, à moyen terme et à long terme, on n'a pas de solution crédible à l'échelle, donc c'est-à-dire vraiment qui permettent de décarboner complètement la partie aéronautique pour des raisons qui sont enfin, des difficultés technologiques, des difficultés sur les conflits d'usage des ressources. Enfin bref, il y a plein d'autres raisons. Mais globalement, c'est compliqué. Et donc, ça veut dire qu'on reste dépendant encore des énergies fossiles dans un monde où on sait ça va être encore plus tendu. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut activer d'autres leviers, des leviers qui sont non conventionnels, trivialement, en tout cas qui sont spécifiques au milieu sportif. Là, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un truc sur lequel on pouvait beaucoup gagner, c'est sur l'organisation des compétitions. Donc là, c'est très spécifique au milieu professionnel, hein. C'est Gianni Infantino là. Tu vas arriver Exactement, sur Gianni Infantino là, je le sens. exactement, j'y arrive. Dédicace à lui pour ce qui va être dit. Et en fait, sur la partie organisation des compétitions, il y a deux grands leviers. Un, il faut rapprocher les compétitions et les matchs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte que on rapproche les équipes entre elles, qu'il y ait moins de distance parcourue sur une compétition ou sur des rencontres données. On régionalise. Exactement, qu'on régionalise, qu'on relocalise les compétitions. Donc là, j'invite à lire le rapport, il y a pas mal d'exemples qu'on cite. En fait, ça, c'est déjà
pas mal fait sur d'autres compétitions ou sur d'autres championnats, dont des championnats de rugby, voilà, il y a quelques exemples qu'on cite. Donc on n'a pas inventé, l'eau chaude, hein, vraiment c'est des trucs qui sont déjà faits, juste on dit: «Bah, pour le football, il faudrait faire ça aussi». Et d'un point de vue international, c'est possible aussi? Ouais, ouais, bien sûr, c'est possible, c'est des décisions politiques, en fait, tout Non, simplement. je pose la question parce que je sais on a fait une émission il y a pas longtemps parce qu'il y a tous les pays de l'Est en fait qui sont un petit peu délaissés aussi par les compétitions actuelles de par le monopole d'un point de vue sportif des grandes équipes en fait dans les grandes compétitions qui s'interrogeaient de savoir si c'était pas intéressant pour eux de créer une sorte de Ligue des champions des pays de l'Est et donc de régionaliser de régionaliser toute une compétition qui est un petit peu délaissée aujourd'hui quoi. Ouais, ouais, exactement. Enfin, il y a plein d'exemples hein, sur ça. Il y a des exemples qui marchent même très bien. Si on regarde la NBA, c'est quoi? C'est deux conférences et après alors je sais plus si c'est district, je crois que c'est district le nom. Ouais, c'est des oui, c'est Exactement. ça. Enfin, en tout cas, c'est des organisations géographiques. Bon, après, c'est un pays qui est énorme, hein, les États-Unis, donc c'est pas forcément comparable avec l'Europe. Enfin, si, remarque, je dis des bêtises là. Mais plutôt avec la France. Par contre, d'un point de vue européen, d'un point de vue mondial, faire des compétitions par zone géographique, c'est des choses qui sont envisageables. C'est juste des décisions politiques et organisationnelles. Donc ça, c'est la partie format des compétitions. Oui. Et après, de rapprocher, il y a un autre levier qui est intéressant, c'est rapprocher les spectateurs des événements. Ça veut dire avoir moins de gens qui viennent de loin et plus qui viennent de près. Donc sur un événement donné, faire en sorte que l'événement se localise au maximum. Alors c'est déjà très local souvent, mais le faire encore plus. Surtout au niveau international, c'est favoriser un maximum les spectateurs locaux. Donc là, pareil, il y a plein de manières d'inciter ou de contraindre. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect punitif un peu là-dessus, d'empêcher les supporters d'aller voir leurs équipes à l'extérieur? Non, parce que, en fait, si on regarde, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Le marathon de New York, chaque année, vous avez un tirage au sort où, par rapport à la distance auquel vous vous trouvez par rapport à la ville de New York, vous avez un pourcentage plus ou moins faible d'être tiré au sort. Plus vous venez de loin, moins vous avez de chances d'être tiré au sort. Et bah ça, il y a personne qui dit c'est scandaleux que moi japonais, j'ai moins de chances d'être tiré au sort qu'un habitant de Manhattan, quoi. Heu, Pourtant c'est accepté, quoi. C'est un Ouais, truc, on se dit: ok. «Bah oui, il faut que les New-Yorkais, ils aient plus accès au marathon de New York que, un Singapourien ou un, Français moyen». Heu, donc ce genre de système, ça pourrait totalement être appliqué, sur des compétitions de football ou de rugby. C'est encore une fois une décision, politique. Mais là encore, j'entends que ce soit une décision politique, mais ça concerne aussi qu'une partie infime de clubs qui ont la possibilité de sélectionner entre les différents supporters qu'ils veulent accueillir. Sachant qu'il y a quand même une bonne partie des clubs de football et de rugby aujourd'hui qui ne remplissent pas leur stade, qui doivent et qui donc sont aussi contraints par des enjeux économiques de devoir accepter ce genre de public-là. Alors, plusieurs choses. Déjà, un, ce genre de mesure, c'est à c'est vraiment les organisations, À grande échelle, à grande échelle, ouais, on exactement. parle du gigantisme un peu des Ouais, compétitions, alors etc. soit d'un point de vue ligue, donc ligue pro nationale, soit d'un point de vue international. Donc ça, c'est vraiment des trucs assez macro à mettre en place, hein. C'est un club dans son coin, il peut pas, enfin c'est compliqué, c'est très Ouais, ok. compliqué de mettre en place Ok. ça. Et deuxième point, on parle là d'une infime partie des spectateurs sur une saison. J'ai fait le calcul hier pour un article. En gros, c'est une personne sur 5000, enfin, Ok. un spectateur sur 5000 sur une saison. C'est ça dont on parle. D'accord. Et en fait, c'est cette personne-là sur 5000 dont on ne sait pas décarboner à long terme, dont il faut réfléchir à des systèmes. Bah, c'est le fameux Brésilien dont on parlait tout à l'heure dans ton Exactement, exemple, c'est le quoi. fameux Brésilien avec des voyages intercontinentaux. En fait, en gros, lui, il va pas venir en kayak, hein, donc il va continuer à prendre l'avion et l'avion, on le sait, pour décarboner à l'échelle, ça va être quasiment impossible. Donc il faut réfléchir à 2 systèmes. Mais en fait, cette personne sur 5000 en 2050, ça va être le gros des émissions parce que c'est ce truc qu'on n'aurait pas réussi à décarboner et c'est là où on aura encore beaucoup de pétrole. Donc en fait, le modèle économique, il va pas être bouleversé, hein. C'est vraiment, une Ouais, bien toute sûr. petite partie des gens, mais c'est sur eux qu'il faut réfléchir à d'autres systèmes et il y a plein de co-bénéfices, notamment sur la santé des joueurs. Quand vous avez moins de distance à parcourir et moins de compétition, moins de matchs, parce que là, c'est l'autre levier dont j'ai pas encore parlé, c'est sur la partie modération. Et ben, vous avez des nombreux co-bénéfices. Donc rapidement sur la partie modération, donc là, j'ai parlé avant de fait de rapprocher, régionaliser. Sur la partie modération, c'est de dire quoi? Avoir un peu moins de matchs et un peu moins d'équipes et ça permet, bah, de diminuer le nombre de, gens qui se déplacent ou de distances parcourues sur une saison. Et là-dessus, on ne dit pas, qu'il faut supprimer, des compétitions, ou, qu'il faut, arrêter complètement, je sais pas, les coupes du monde, un truc comme ça. On dit juste: «Il faut qu'il y en ait soit un peu moins, soit qu'il y ait un peu moins d'équipes» et donc ça permet de diminuer un peu les flux.
Actuellement, c'est pas du tout ce qui est fait, hein, on Non, s'entend. c'est ce qu'on, nous on en discute pas mal dans les épisodes qu'on fait actuellement. On discute pas mal des évolutions des différentes compétitions et c'est vrai qu'on tend de plus en plus vers un certain gigantisme avec de plus en plus de clubs pour en décevoir le moins possible, pour générer de nouveaux revenus de droits télé, etc., qui sont aussi des sources principales de revenus aujourd'hui pour les clubs. Donc c'est vrai que c'est pas ce vers quoi on tend en tout cas actuellement. Ouais, c'est pas évident et en fait, ce qui est compliqué en plus, c'est que souvent, quand on voit ça, tout de suite on zoome sur les bénéfices, que ça pourrait apporter, mais pas du tout sur, tout ce que cela engendre. Alors, là, quand je disais ça, je parlais, des effets néfastes sur l'économie des clubs, c'est-à-dire les clubs qui sont pas insérés dans ces championnats-là. Ouais, non, mais ça crée des inégalités de malades. Voilà, exactement. Mais même nous, on s'est interrogé sur la, hum, sur la pertinence de multiplier ce nombre de matchs-là et si ça crée pas justement des effets négatifs sur l'attractivité du sport, etc. Et les Donc, championnats domestiques vraiment se meurent, en fait, avec ce ouais, genre de système. 100%, ouais. Donc il y a des effets économiques absolument néfastes. Il y a des effets sur la santé des joueurs, qu'elle soit physique ou Bien psychologique, sûr, ouais. qui est absolument néfaste. Donc en fait, quand on regarde sur ces deux trucs-là ou sur la partie climat-énergie, eh ben, on est perdant sur tous les plans. Et finalement, les bénéfices, ils se concentrent sur une infime partie Ouais, bien sûr. des organisations ou des acteurs. Et donc, comme tu l'as dit, ça crée des effets qui sont pas forcément enviables. Est-ce que tu veux revenir éventuellement sur quelques autres recommandations que vous avez fait sur la partie professionnelle peut-être? C'est un sujet dont on parle très peu aujourd'hui parce qu'on a l'impression que les footballeurs ne sont pas du tout concernés, mais ils représentent quand même 13% des émissions à travers leurs déplacements. Et je ne sais pas si, par exemple, vous avez pris en compte les déplacements personnels des joueurs, ce qui est, je pense, beaucoup plus compliqué à calculer. Mais Alors en effet, on l'a pas pris en compte. En fait, nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment les matchs, quoi. Vraiment ouais, les bien sûr, bien matchs, sûr. le foot, le rugby. Ouais, ouais. On n'a pas regardé les déplacements. Mais le joueur du Real qui vient voir le match NBA à Paris, qui fait l'aller-retour dans la nuit, ça par exemple, vous l'avez Non, pas pris. non, ça, on considère que c'est du déplacement privé, donc Ouais, bien sûr. c'est pas compris. Euh, Ça, sur cette partie-là, en fait, globalement, alors nous, on a rencontré, pas direct, alors, si, si, pardon, j'allais dire une bêtise, on a rencontré des joueurs professionnels. On a discuté de ça avec eux et surtout on a discuté avec des représentants syndicaux des joueurs professionnels. Donc ça va être des organisations côté foot ou côté rugby ou même des organisations un peu plus macro. Et là-dessus, on a pas mal échangé avec eux. Et en fait, quand on discute et qu'on prend le temps de discuter de ces enjeux-là, on se rend compte que finalement, la plupart des leviers, quand on prend le temps de se coordonner avec d'autres acteurs, enfin les freins, pardon, la plupart des freins, on peut y passer outre, quoi. C'est vraiment une question de se comprendre, d'avancer et de voir quelles sont les problématiques. Et par exemple, sur le report modal, on en discute pas mal. Enfin, c'est un sujet parfois qui peut créer des débats quand on voit qu'il y a des équipes qui prennent l'avion pour faire un trajet qui aurait duré 1 heure ou 2 heures en train. En fait, derrière, c'est souvent des freins qui vont être d'organisation avec les opérateurs ferroviaires. Ça va être des problématiques sécuritaires, des trucs comme ça. Et en fait, alors déjà, les instances sont vraiment au courant de ça, hein, et elles travaillent pour améliorer ce sujet-là, parce qu'elles voient bien que déjà médiatiquement parlant, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir certains comportements. Donc là, c'est des risques importants en termes d'image et tout. Mais surtout, il y a vraiment un travail de fond qui est opéré par les clubs, par les ligues, et moi j'ai pu le voir ces dernières années, et ça avance vraiment dans le bon sens. Donc là-dessus, moi je suis assez confiant. Je pense que ça va être un truc qui va avancer et surtout, j'ai l'impression que globalement tout le monde est plutôt de bonne foi. Donc voilà. Ah ouais, ok. Ah, c'est intéressant. Moi, j'entends en fait, je suis venu à la présentation de votre rapport où Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, était là et énumérait un petit peu les différents procédés qui sont mis en place pour essayer de réduire cet impact carbone. Et j'avais vraiment l'impression qu'on n'était pas sur du greenwashing, mais qu'on était un peu sur un pansement sur une jambe de bois, quoi. Je sais pas si c'est mais si tu me dis que non, ça m'intéresse de savoir pourquoi exactement. Oui, forcément, il y a des fois, il peut y avoir des éléments de communication et quand on creuse un peu, on se rend compte que derrière, il y a pas grand-chose. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est plus la tendance de fond. Et là-dessus, on a quand même des indicateurs assez intéressants qui nous montrent que ça va quand même globalement dans le bon sens. Récemment, il y a par exemple la Ligue de football pro qui a publié un calculateur d'empreinte carbone, une méthodologie
qui est mise à disposition en open source, donc tout le monde peut aller la voir et la challenger si vous avez envie. En tout cas, elle est disponible. Ça a été fait par un cabinet qui s'appelle Sami. Et donc, cette méthodologie-là, justement, elle dit, bah voilà comment on fait un calcul d'empreinte carbone pour un club pro. Et après, ils vont décliner ça en feuille de route pour les clubs. Ça, c'est le genre de mesure qui est hyper intéressante parce que ça permet, encore une fois, sur ce sujet de la coordination des acteurs, de dire, OK, on a les mêmes outils, on a les mêmes façons de faire. Et après, sur les leviers, on va pouvoir travailler ensemble pour avancer. C'est la fameuse solidarité entre acteurs dont tu parlais tout à l'heure. C'est plus une question de coordination que de solidarité et de compréhension mutuelle. Alors, comme ça, je comprends que ça puisse paraître comme des enjeux assez abstraits, hein, mais c'est hyper important parce que souvent, ce qu'on observe quand on dit OK, il faut appliquer ça, c'est que chacun dit ah bah nous on aimerait bien, mais finalement c'est impossible parce que lui il dit nous on peut pas, l'autre il a pas de sous et voilà. Et on s'en sort pas. Et quand on les réunit, et ça, c'est dans la culture, il y a eu beaucoup d'exemples là-dessus, quand on les réunit autour d'une table et que les acteurs discutent entre eux, ça permet de décoincer pas mal de situations. Des fois, ça marche pas, ça arrive, hein, mais des fois, ça marche. Et souvent, ça marche même. Donc, il faut non seulement qu'ils se coordonnent, mais en plus qu'ils planifient. Donc, c'est les deux trucs. Et ça, si vous lisez le rapport, vous allez voir, il y a 4 prérequis indispensables. C'est la coordination, la planification, la sensibilisation et la formation. C'est vraiment 4 trucs qui peuvent débloquer tout un tas de situations où on voit que ça freine. Ouais, non, mais carrément, c'est cool d'avoir un retour un peu de l'intérieur, parce que c'est vrai que nous, on observe un peu de l'extérieur ce qui se passe et parfois on se rend pas forcément compte. Je te propose qu'on avance, qu'on bascule un peu sur le monde amateur, puisqu'on a pas mal évoqué la partie professionnelle. Donc je le rappelle, 1,8 million, 300 000 sont concernés par le foot professionnel. Donc il y a 1,5 million, quasiment 5 fois plus, qui est représenté par le sport amateur. Sur ces 1,5 million, je vais faire la répartition. Il y en a 42% là encore qui sont dédiés au déplacement. Donc on voit encore cette source très importante d'émissions. 22% sur les activités de sport, 18% sur les infrastructures, 11% sur l'alimentation, 6% sur les énergies. Est-ce qu'il y a des recommandations en particulier ou des explications de pourquoi est-ce que ces sources d'énergie sont très importantes sur lesquelles tu veux revenir? Alors, sur la partie, alors très bien résumé, hein, déjà, Ouais, ça a lu les synthèses à le rapport. exactement. Hem, je pense que c'est intéressant de zoomer sur un truc un peu particulier, sur la partie amateur, c'est les articles de sport. Parce que là, c'est un poste qui est spécifique à la partie amateur. Alors, non pas qu'on l'a pas prise en compte dans le volet professionnel, hein, mais c'est juste que c'est une question de périmètre. Dans le volet pro, on a calculé le merchandising, par exemple, donc la vente de maillots et tout, mais pas sur la partie grand public. On a vraiment mis un maximum sur la partie amateur parce que beaucoup de Ok. leviers, finalement, c'était des trucs assez globaux et beaucoup moins qui sont directement dans la main des clubs. Bon, c'est une question méthodologique qui se discute, hein, mais globalement, on l'a mis tous les sujets liés aux articles de sport, on les a mis dans le volet amateur. Alors, sur l'empreinte carbone, tu l'as dit, les articles de sport, c'est une vingtaine de pourcents. Et ça, c'est un résultat qui nous a pas mal surpris. On s'attendait à avoir, encore une fois, les déplacements qui allaient exploser un peu tout. Et finalement, voilà, on a ce truc-là qui fait un cinquième des émissions. Et là-dedans, en fait, ça va être des maillots de foot, ça va être des shorts, ça va être des crampons, ça va être des chaussures, ça va être des ballons, du matériel d'entraînement. Et pourquoi ça émet tant? Non, enfin, pas tant parce que par article, ça va émettre beaucoup. Donc, un t-shirt de sport, c'est environ 6 kg de CO2. Si vous regardez sur internet à quoi ça correspond 6 kg de CO2, en vrai, c'est pas grand chose, hein. C'est en Ouais, gros 50 km en voiture ok. thermique. Donc, c'est pas énorme Oui. par rapport à 10 tonnes par personne et par an en France. Par contre, ce qui émet beaucoup, c'est la masse. C'est-à-dire qu'on consomme énormément d'articles de sport par an. En gros, c'est 80 millions d'articles de foot et de rugby qui sont consommés par an en France. Ça fait plus d'un article de sport par Français, quoi. Alors qu'il n'y a clairement pas un Français, enfin, il n'y a pas 60 millions de gens Ouais, qui bien font sûr. du foot et du rugby en France. Mais ça veut dire que en fait, chaque licencié, en moyenne, achète chaque année beaucoup, beaucoup d'articles de sport. Donc ça va être des maillots qui sont renouvelés, ça va être des shorts, ça va être des chaussettes, des crampons qu'on réachète chaque année parce qu'ils sont usés. Pareil pour les ballons. Donc cette masse de produits va émettre beaucoup, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi ça émet quand même au total? C'est que déjà la matière première
pour la plupart, c'est du pétrole, c'est des produits synthétiques, donc la matière première, donc c'est des dérivés de pétrole, mais aussi parce que une fois qu'on a la matière première, on va transformer cette matière-là et la transformation, la machinerie industrielle qui sert à la transformation, elle consomme de l'énergie et cette énergie-là, comme elle est consommée dans les pays producteurs, donc c'est-à-dire en Asie, et ben en fait c'est de l'électricité qui est produite à partir de charbon, de gaz, etc. Donc globalement c'est des énergies fossiles et donc bah, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc vous avez pris en compte, oui, vous prenez en compte évidemment dans la production même des choses qui ne sont pas produites en France. Bah, en fait, en gros, c'est un calcul d'empreinte carbone, c'est aussi bien les émissions qui sont faites sur le territoire national que les émissions importées. Et donc, un t-shirt de sport, eh bien, pour le faire, il faut des matières premières, il faut transformer ces matières premières-là, il faut transporter, une fois qu'il est produit, le maillot, il faut le transporter jusqu'en France. Ensuite, bah, il y a un peu la partie lavage, etc. Donc, c'est l'usage du maillot, et à la fin, il y a la fin de vie. Donc, nous, on prend en compte tout ça, et ce qu'on dit, c'est qu'en gros, il y a les trois quarts du problème, c'est la matière première, mais surtout la transformation des matières premières. Donc là, ça va être vraiment la partie machinerie industrielle, enfin voilà, la machinerie industrielle des producteurs et des équipementiers. Et du coup, en termes de recommandations sur les articles, tu avais fini, pardon, je t'ai Ouais, coupé. j'avais fini, j'allais justement y aborder. Ouais, Ok, y très aborder. bien. Bah, je te laisse y aller. Donc là-dessus, alors déjà, nous, on n'a pas été non plus super exhaustif parce qu'il y a un projet spécifique au Shift qui va être initié dans 2025 sur la question du textile. Qui va vraiment, alors pas que sportif, hein, mais en partie. Et donc là, c'était vraiment des grandes recommandations avec le coup de chiffrage, mais il y a un projet beaucoup plus ambitieux qui sera produit sur, le rapport, sur cette partie-là. Mais par contre, il y a des trucs qu'on sait, et les choses qu'on sait, c'est que les grands leviers, c'est euh, la réduction, euh, enfin, disons, l'augmentation de la durée de vie des produits. Donc pour ça, ça va être Lutter soit contre l'obsolescence, du coup. ouais, exactement. Réduire l'obsolescence des produits, faire en sorte de prolonger, donc soit en réparant, soit en ayant des produits qui sont plus durables. Vraiment, la matière qu'on utilise, elle est plus résistante. Donc là, c'est plus la recherche, développement et tout. Soit d'améliorer comment dire, le, L'acheminement. alors non, pas l'acheminement, mais le fait de moins renouveler le matériel. Par exemple, je vais donner un exemple concret parce que j'arrive pas à retrouver mon mot en fin de soirée. Ça va être, il y a beaucoup de matériel. Enfin, par exemple, si on prend un t-shirt de sport, on va s'en débarrasser parce que bah, on a grandi, si on est un joueur mineur, et donc bah, il est plus à notre taille. Et bah là, c'est de faire en sorte que ce t-shirt qui est totalement encore fonctionnel, hein, il fonctionne encore parfaitement, enfin il a pas été usé, et ben il puisse être transmis. Recyclage. Alors c'est même pas C'est pas recyclage, du c'est-à-dire que recyclage, oui, ouais, pardon, j'ai compris ce que tu voulais dire. voilà, c'est le La fait de réutilisation. voilà, merci, cherchez mon mot. Ouais. C'était C'est pas le si fait, compliqué. voilà, c'était pas si compliqué, c'est clair. Le fait de réutiliser le matériel, parce que la plupart du temps, le produit, l'article, il est totalement encore fonctionnel, quoi. Et s'il est un peu abîmé, eh ben, de favoriser, d'inciter, de permettre une meilleure réparabilité des produits. Donc ça, c'est le premier levier qui est majeur, augmenter la durée de vie des produits. Ensuite, on va avoir bah, décarboner la production de ces produits-là. Donc là, c'est principalement le fait d'électrifier, enfin pardon, pas d'électrifier, de décarboner les machines industrielles dans les pays de production. Donc en gros, bah, ça va être d'installer des panneaux solaires, ça va être de décarboner globalement la production d'électricité dans ces pays-là. Donc c'est un truc qui se fait vraiment sur le temps long, qui est compliqué. Ok. C'est un truc qu'on a très peu de leviers. Il faut convaincre Xi Jinping, quoi. Donc c'est Ouais, encore un autre sujet. clairement, bah, je te laisserai aller le voir pour le convaincre sur le sujet. Mais enfin, on critique souvent la Chine, mais la Chine est le pays qui installe le plus de Ouais, capacités renouvelables chaque année. Donc là-dessus, ils sont vraiment meilleurs que nous. Et voilà. Et ensuite, on a un dernier levier qui est plus sur la partie recyclage, la partie, on va dire, recherche et développement, sur comment utiliser des matériaux qui sont moins émetteurs, etc. Enfin, voilà, c'est un peu un levier un peu plus fourre-tout, et l'efficacité énergétique des machines. Mais voilà, bon, 3 grands leviers. Ok. Bon, on revient pas évidemment sur la question des déplacements parce que je suppose que les enjeux sont un peu les mêmes et que c'est surtout dû à la masse de déplacements pour les clubs, pour les familles, etc. On revient pas plus que ça non plus sur l'alimentation parce que je suppose que c'est une question de masse et aussi de végétalisation. Globalement, en gros, ouais, c'est exactement ça. C'est des questions de masse, comme tu l'as dit. Juste la particularité du milieu amateur, c'est qu'on n'a quasiment pas d'avion. C'est que de la voiture thermique. Que les distances parcourues par personne ne sont pas
hyper élevé parce qu'on va pas dans un club qui est à l'autre bout de la France, on va au club local. Mais par contre, on le fait beaucoup de fois ce trajet-là dans l'année. Et donc forcément, ça aimait beaucoup. Mais voilà, la problématique sur les transports ici, c'est vraiment les déplacements en voiture individuelle. Ok, trop bien. Bah, je trouve que c'est cool parce que ça nous donne une vision un peu plus générale de où sont les problèmes, où est-ce qu'on va aller les chercher. J'avais quelques dernières questions pour toi et je sais que tu y as déjà un petit peu répondu, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est hyper important. C'est un peu la question de la représentativité. On en a parlé un peu avec les joueurs tout à l'heure, qui ne sont pas des égéries de la décarbonation aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui est un peu similaire à celui-là, c'est sur la question des sponsors. Aujourd'hui, les clubs mettent en place des politiques RSE pour faciliter les accès au stade, réduire les émissions, etc. Mais dans le même temps, ils font la promotion de marques comme Fly Emirates, enfin voilà, il y en a plein, je peux pas toutes les citer. Comment est-ce que, je sais que c'était pas votre domaine de recherche par rapport à ce rapport-là, mais comment est-ce que toi, euh, comment tu vis ces enjeux, comment tu les abordes? Après, au vu de ton expérience avec ce rapport. Ouais, ouais. Bah, en vrai, alors il y a plusieurs trucs. Déjà, le sujet du sponsoring, en effet, on l'a pas pris en compte dans l'étude. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les flux physiques. Et le sponsoring, c'est un flux financier, avant tout. C'est un flux physique, ça va être quelqu'un qui se déplace, un tonne, enfin, pardon, pas quelqu'un qui se déplace, ça va être des tonnes de trucs, des kilowattheures de trucs, ça va être vraiment des trucs tangibles, quoi. Ouais, ok. Alors que un sponsoring, globalement, c'est des flux financiers et après, juste, on met un logo sur un t-shirt et voilà. Ou, je vulgarise, hein. Et là-dessus, eh ben, nous, on l'a pas étudié, mais il y a d'autres acteurs qui commencent à, enfin, qui disent il faut le prendre en compte. Parce qu'il y a des sujets en effet de marque et d'incitation à la consommation de biens ou de produits qui peuvent être néfastes sur la partie climat. Et nous, au Shift, eh ben, on encourage ce genre de démarche-là. Pour le moment, on n'a pas d'avis parce qu'on n'a pas traité le sujet. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que justement, dans la méthodologie dont j'ai parlé tout à l'heure, produite par la Ligue de football professionnel, qui est disponible en open source, ils proposent pour la première fois, enfin, à ce que je sache pour la première fois en France, une méthodologie qui permet d'inclure l'effet climatique de certains sponsors. Et donc, alors là, je connais pas tous les détails De cette de cette méthodologie. méthodologie-là, mais en gros, ils ont catégorisé certains sponsors en fonction de leur domaine d'activité et ils prennent un pourcentage du chiffre d'affaires et un pourcentage de l'attribution financière du sponsor qui réattribue sous format d'empreinte carbone. Donc c'est vraiment une question de comptabilité, hein, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, je trouve que la démarche est intéressante, et là j'invite les auditeurs à aller voir ce qu'ils ont fait, si jamais ça les intéresse. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, je pense qu'il faut que ça soit pris en compte, que nous, au Chiffres, on n'a pas encore le recul nécessaire pour le faire, mais qu'on encourage les autres acteurs à le faire, et dans le futur, étant donné qu'on compte à regarder ce qui va se faire, enfin, on compte lancer d'autres projets sur le milieu sportif, on pourrait être amené à l'inclure à l'avenir, potentiellement. Ok, et si on s'intéresse peut-être plus sur la partie joueur, je sais que c'est un truc qui est un peu global de se questionner sur le changement de mentalité au shift, sur la partie joueur. Est-ce que vous avez des leviers que vous avez imaginés, ou est-ce qu'il y en a qui ont d'autres acteurs qui ont imaginé des leviers pour sensibiliser les joueurs à s'investir pour ce genre de cause? En fait, nous, les joueurs professionnels, on les a pas visés directement. Ça n'a pas été une cible privilégiée parce que nous, ce qui nous intéresse au chiffre, c'est beaucoup plus les corps intermédiaires, c'est-à-dire les personnes qui animent, qui font, qui construisent, qui pilotent les secteurs économiques, beaucoup plus que des acteurs individuels. Et finalement, alors, on peut considérer que enfin, c'est même le cas, les sportifs de haut niveau font partie des corps intermédiaires. Par contre, en tant que tel, une égérie, on peut dire Kylian Mbappé par exemple, on va pas le viser particulièrement. Ça va pas faire partie de nos cibles, ou alors une cible indirecte par rapport à notre étude. Donc, en fait, c'est assez compliqué de répondre à cette question-là, parce que nous, notre souhait, c'est que par effet rebond, le fait que les fédérations, les ligues, les clubs, etc., prennent à bras le corps le sujet qu'on a mis sur la table, et ben, ça permet d'embarquer les sportifs de haut niveau. Par contre, nous, alors ça c'est un truc qu'on a vraiment marqué, c'est d'aller voir les sportifs de haut niveau et leur dire parler de ce sujet-là, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est un sujet qui est touchy, c'est un sujet où ils savent qu'ils vont s'en prendre potentiellement plein la gueule
en parlant. Et Mais c'est marrant que vous ayez. Enfin, je comprends tout à fait le positionnement de se dire on va aller voir les fédérations et on va espérer que l'effet rebond se fasse sur les joueurs. Aujourd'hui, la visibilité du football, elle se fait à travers les joueurs et non à travers les fédérations. C'est là où ça devient un sujet complexe, évidemment. Et je comprends que vous n'ayez pas les réponses directement adaptées, mais moi, c'est un peu là-dessus que j'aimerais aller et je me pose des questions de comment est-ce qu'on peut faire pour engager ces acteurs-là qui sont complètement déconnectés de la réalité sur ces enjeux. bah, en fait, il faut les mettre un peu en confiance. C'est-à-dire que moi-même, j'ai ressenti quand j'étais sportif de haut niveau, bah, je prenais pas mal l'avion pour aller faire des compétitions internationales et je me sentais pas du tout légitime à parler climat par rapport à ça. Vraiment, je disais, ah, mais si je m'exprime sur le sujet, on va me dire, mais t'es qui pour dire ça alors que t'es allé faire un championnat du monde à Pétaouchnok? Et ben, eux, en fait, c'est un peu pareil. Et même s'il y a des sportifs de haut niveau qui se sentent vraiment concernés et qui ont envie de s'exprimer sur le sujet, ils se sentent pas du tout légitimes. Donc il faut les mettre en confiance, je pense, et il faut qu'ils aient, il faut que finalement aussi, bah, comment dire, les acteurs qui tournent autour d'eux évoluent et maturent, enfin et deviennent plus matures sur le sujet pour que le cadre de réflexion et le cadre d'expression soit plus propice. Mais je suis quasiment persuadé que si on ne fait pas ce travail-là à côté, c'est peine perdue que de demander à des sportifs de haut niveau au global. Individuellement, forcément, il y en a quelques-uns qui vont s'exprimer, mais on ne pourra pas les embarquer de manière systématique. En tout cas, ça me paraît très compliqué. Ok. Dernière question, parce que ça fait déjà 1h15 d'émission. C'est quoi la suite de ce rapport? Le futur? Alors, là, il y a un projet piloté par les Shifters. Donc les Shifters, encore une fois, c'est l'association de bénévoles du Shift Project, qui est à côté du Shift Project, mais qui soutient le Shift, qui lance une grande consultation sur le sport, qui va beaucoup plus loin que le football et le rugby. Le but, c'est de comprendre et d'analyser quelles sont les problématiques, aussi bien en termes d'adaptation au changement climatique que d'atténuation du changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre impact et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter aux conséquences du changement climatique et aussi des problématiques plus plus énergie. Donc, quel est l'impact de l'inflation des denrées énergétiques sur votre activité? Ah, ok. Ouais, donc vraiment ça, C'est énergie, climat et Très poussé, aussi ouais. bien adaptation, atténuation et tout. Enfin bref, c'est assez large. Et tout ça, c'est piloté par un groupe en gros d'une quarantaine de bénévoles. Et ça se passe en ce moment même. Et plus tard, avec un truc beaucoup plus public. En gros, ils font des entretiens en ce moment et après, ils vont lancer vraiment la grande communication sur leur projet. Et là, tout le monde pourra répondre à cette consultation-là, aussi bien le pratiquant lambda de, je sais pas moi, de running, que le président de fédération, quoi. Le but, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes et de poser des questions. Et ce truc-là, ça va permettre déjà de comprendre un peu mieux quels sont les enjeux dans le milieu sportif et d'ensuite potentiellement alimenter un futur projet du Shift. Et nous, on attend de voir un peu quels vont être les résultats du projet qu'on a mené ces 2 dernières années sur le foot et le rugby, mais on aimerait bien après enchaîner avec d'autres volets, d'autres pans du secteur sportif. Mais pour l'instant, il n'y a rien de cadré, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura rien au Shift sur le sport avant début 2026, mais probablement des choses. À partir de ce moment-là. Voilà, exactement. Ok. Donc, stay connecté. Trop bien, trop bien. Bah, merci beaucoup Alan pour cette interview. J'invite toutes les personnes qui ont écouté ce long entretien à aller se renseigner sur le site du Shift Project pour retrouver les différents rapports dont tu parlais tout à l'heure. Il y a vraiment des parties condensées, très simples à lire et très explicites qui résument un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc j'invite vraiment les gens à aller faire ça. Et puis si vous pouvez aussi, amis auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur 11e art. Ciao ciao.